Bonjour tout le monde. C'est le Cercle du Clos. Cette fois-ci, nous sommes sur le démarrage de ce qu'on appelle un grand dossier. Alors, c'est quoi un grand dossier? Un grand dossier, c'est une série de vidéos sur une époque, une épopée. En l'occurrence, là, ça va être la Révolution française. Donc, grand dossier Révolution française. Là, vous allez voir dans cette vidéo la première partie qui va être faite par Tribord sur les physiocrates. C'est un proto-libéralisme dont on va parler justement, qui a accompagné la révolution de 1789, qui était une révolution bourgeoise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre là-dedans. Donc, bah voilà, bah, je vous souhaite une bonne vidéo avec Tribord. Bonjour à tous, ici Tribord, le passionné d'histoire du Cercle du Clos. Comme le porte-parole s'appelle Babor, j'ai décidé de prendre Tribord comme pseudonyme. Donc je vais vous parler de la première partie d'une série de fichiers audio concernant les physiocrates. C'est un sujet très large qui regroupe en gros les années 1750 à 1800. Donc vous voyez quand même, c'est une longue période. On va commencer par définir la physiocratie. La physiocratie, c'est, merci Wikipédia, une école de pensée économique, politique et juridique née en France à la fin des années 1750. Les physiocrates sont généralement considérés comme fondateurs de la science économique et précurseurs du libéralisme économique. Ils estiment que la seule activité vraiment productive est l'agriculture, car seule la terre produit des richesses renouvelables. Donc en gros, ce sont des proto-libéraux. Ils sont contemporains de l'école classique qui regroupera Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, David Ricardo et bien d'autres. Bref, on va se replonger déjà en 1750. Il ne faut pas oublier que en 1750, l'Angleterre a déjà commencé sa révolution industrielle. Les machines de Newcomen, premières machines à vapeur, même si elles ne sont pas extraordinaires, qui permettent de vider l'eau des mines, sont déjà en utilisation. En 1760, James Watt perfectionnera ces machines à vapeur telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, les physiocrates, observant l'exemple anglais, ont voulu importer ceci en France. Mais ce n'était pas franchement la meilleure idée. En 1774, la France sort presque ruinée du conflit de 7 ans qui avait miné les dernières années du règne de Louis XV. La France avait perdu beaucoup de territoires, dont spécialement en Amérique du Nord, et quand Louis XVI arrive au pouvoir, alors qu'il ne devait pas y arriver, il était le deuxième sur la lignée, les finances du Royaume de France ne sont pas extraordinaires. Il appelle donc Turgot, qui met en place une politique de libéralisation économique. La loi Turgot de 1776. Que nous dit l'édit Turgot de février 1776 ? Intitulé Édit du roi sur la suppression des jurants, portant suppression des jurandes, c'est une volonté de libéraliser l'économie en supprimant les corporations de métiers qui étaient à l'époque quelque chose de primordial. Et bien sûr, ça voulait aussi libéraliser le prix du grain et compagnie. Autant dire que la spéculation ne pouvait qu'arriver. Il y aura une forte opposition, le Parlement de Paris refusera d'enregistrer l'édit, le roi devra passer par un lit de justice en mars 1776, mais vu les contre-chocs de cet édit, il sera abrogé en août 1776 et Turgot sera révoqué en mai 1776. La première tentative des physiocrates de libéraliser l'économie se soldait par un échec. Ils se cassaient les dents pour la première fois. Cependant, ils eurent un peu d'aide grâce à Louis XVI. En effet, en 1776, outre-Atlantique, les colonies américaines veulent prendre leur indépendance. Et comme Louis XVI voulait se venger de la perfide Albion qui avait fait perdre pas mal de terres à son grand-père, quelques années plus tôt, décide d'aider les colons américains à être indépendants. Ce qui va encore creuser le déficit du Royaume de France. Bref, autant dire que les physiocrates, quand arrive la Révolution, sont déjà bien placés pour imposer leurs idées. Nous voici donc en 1789. Les États généraux sont convoqués pour début mai, et même si la France est très peu industrialisée, il y a en avril 1789 les événements de la fabrique Réveillon.
une émeute qui tourna assez mal. Vous trouverez un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, les États généraux arrivent, ils se constituent une Assemblée nationale en juin 89. En juillet 89, c'est la prise de la Bastille, et en août, le 4 août, c'est l'abolition des privilèges. Mais les physiocrates ont décidé de peser un peu. Et si vous connaissez la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a deux éléments qui font penser que les physiocrates sont intervenus. Le premier, c'est le premier article de la DDHC de 1789 qui dit mot pour mot « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ce qui est tout à fait révolutionnaire pour l'époque, mais qui n'est pas franchement... On ne peut pas dire quand même qu'il y a un rapport d'économie. Mais si on prend l'article 6, on peut lire ceci. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, à savoir la loi, ils sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc, égalité devant la loi, égalité en droit et libre accès à tout métier qu'on veut exercer, dans les capacités. En clair, ça attaque les corporations de métiers. Et il faut attendre 1791 avec, en mars, le décret d'Allard qui reprend les grandes lignes de la loi Turgot. L'article 7 de la loi de décret d'Allard stipule « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » En clair, c'est de nouveaux coûts envoyés dans les corporations. Il y a deux principes qui en découlent, liberté d'entreprendre et libre concurrence. Parce que l'État ne doit pas intervenir. Donc on arrive à l'économie du marché. Et bien sûr, il y a la loi Le Chapelier de juin 1791. La célébrissime et mythique loi Le Chapelier. Deux principes, suppression des corporations et interdiction des syndicats, quels qu'ils soient, aussi bien patronales qu'ouvriers. L'article 1 de la loi Le Chapelier déclare ceci. L'anéantissement de toute espèce de corporation de citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. En clair, mise à mort des syndicats et des corporations. L'interdiction du droit de grève. Article 8. Tout attroupement composé d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes et sur toute espèce de conditions convenues de gré à gré ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus dans cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupement séditieux et, comme tels, ils seront dissipés par les dispositaires de la force publique sur les réquisitions légales qui leur en seront faites et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs des attroupements et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et actes de violence. En clair, interdiction du droit de grève. Et pour la petite histoire, pour conclure cette première partie, il faudra attendre 1864 avec la loi Le Chapelier, avec la loi Olivier, pour que le droit de grève soit reconnu et que le délit de coalition soit aboli. La grève est strictement encadrée, mais elle reste possible. Voici ce que dit l'article 144 du Code pénal de 1810 à l'époque. Sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d'une amende de 10 francs à 3 000 francs, de 16 francs à 3 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violence, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Donc le droit de grève est remis en place, mais limité. Il faudra attendre 20 ans de plus en 1884 et Waldeck-Rousseau pour que la loi Le Chapelier soit entièrement abolie et que le droit de se syndiquer puisse être mis en place. L'article 1er de la loi Waldeck-Rousseau déclare « Sont abrogées la loi du 14 et 27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal. Les articles 291, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1864 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. Article 2.
Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 20 personnes exerçant la même profession ou des métiers sanitaires ou des professions connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans autorisation du gouvernement. En clair, au premier syndicat nouveau. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens vers les pages de Wikipédia et autres informations que j'ai abordées dans cette vidéo, enfin dans ce fichier audio. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour parler de la République bourgeoise, en clair, du directoire. Bonne fin de journée!